ce qui est en train de se passer. Or, ma position par rapport à ça, c'est que continuer en France à confondre la question de l'islam avec la question de la laïcité et y ajouter la composante de l'immigration, comme le fait le Front National et comme tous les autres partis le suivent, c'est non pas parler de la laïcité, mais c'est déplacer sur la question de la laïcité des problèmes qui n'ont rien à voir avec la laïcité aujourd'hui. Cependant, selon vous, qui pourrait donc être habilité à prendre en charge ce débat de la laïcité, si ce n'est ni le gouvernement ni les partis politiques? Alors attention, dans ce que je dis dans le texte, ça n'est pas exactement la conclusion à laquelle vous arrivez dans votre question. Qu'on lance un débat sur la laïcité, n'importe quelle institution, voire un État, peut lancer le débat à partir du moment où on se met bien d'accord que le débat, il a une nature constructive et non pas une nature de stigmatisation. Le chaos, l'échec du débat sur l'identité nationale est une preuve qu'un débat mal posé crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Et donc il y a eu stigmatisation. 25 000 interventions sur le site Internet qui finalement déterminent que le vrai problème, c'est les Arabes et les musulmans. Si vous voulez créer du racisme dans le pays, vous ne faites pas autrement. C'est-à-dire que vous posez la question, qui est français? Et moi, avec la tête que j'ai, pas trop. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de créer, on est en train de stigmatiser. Moi, je ne suis pas contre qu'on lance le débat et je n'ai pas un problème avec la source du débat. Ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est quand le débat est posé. Maintenant, dans la citation que vous apportez, ce que je reproche à un certain nombre d'États en Europe et à l'État français en particulier, c'est qu'on nous parle de laïcité à longueur de journée, et si j'ai bien compris la laïcité, parce que je vais vous dire une chose, il y a 25 ans, quand j'ai commencé le débat, on me disait, pour voir la duplicité de l'homme, on me disait, il ne comprend rien à la laïcité. D'abord, lui, il est suisse, d'origine égyptienne. C'était circonstance aggravante. La deuxième des choses, c'est que quand je l'ai étudié avec des spécialistes, Émile Poula, Boussinesque, la Ligue de l'enseignement, on a fait un travail de fond. Ce que j'ai maintenant comme réponse, c'est attention, l'homme est malin, il connaît trop ce que c'est. Attendez, je ne comprends pas bien. Quand on comprend là où on vit, on comprend trop. Et la vraie question, elle est celle-ci. Elle est de dire ce que j'ai dit depuis 25 ans. Et vous avez des preuves, encore une fois, tous ceux qui jouent sur l'argument du double discours, comme il a été dit, ce sont des gens qui profitent du fait que 95% des gens, des jeunes qui sont dans cette salle, n'ont pas lu de livre. Ils lisent pas. C'est soit je t'ai vu sur YouTube, soit c'est le 20h, soit c'est une émission de télévision. Mais il y a des livres, il y a des textes, il y en a 27, 28 maintenant, qui marquent une pensée qui a évolué sur 25 ans. Et qui dit quoi? Qui dit aujourd'hui, je suis absolument contre que l'islam français, parce que moi je ne parlais même pas d'islam de France ou de l'islam en France, moi je dis l'islam français, islamique du point de vue des principes, français du point de vue de la culture, a déterminé trois choses. Il respecte la loi du pays, la loi laïque, il parle la langue du pays, il parle français, et il est loyal pour l'avenir du pays. Ça, c'est mes trois principes, les trois L dont je parle dans le livre. Il faut les trois L. Et ce que je mets en évidence, c'est que je suis opposé à ce que des pays étrangers, l'Arabie Saoudite ou le Maroc ou l'Algérie, interviennent et payent le culte. Je ne veux pas d'un islam sous contrôle, c'est-à-dire un islam autonome en France. Ça voulait dire que je disais au gouvernement français, soyez logique. Ne venez pas nous dire à nous que vous voulez qu'on soit autonome et qu'on parle pas et qu'on n'ait pas de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite. Et chaque fois que l'Arabie Saoudite vient et vous dépose 3 milliards, vous êtes les premiers à accepter. Parce que leur argent nous rend flexibles vis-à-vis de nos principes. Je veux pas de ça. J'aimerais des institutions musulmanes en France où on va former des imams, où on va former le personnel religieux dans la langue du pays et dans la culture du pays. Mais j'ai bien dit aussi qu'autant je veux que ce soit autonome vis-à-vis des pays d'origine, parce que maintenant c'est plus les pays d'origine, maintenant les gens sont français, ils sont chez eux, autant je ne veux pas que ce soit sous contrôle de l'État français. La laïcité, c'est que l'État français n'a pas son mot à dire sur la substance du culte juif, la substance du culte chrétien et la substance du culte musulman. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un ministre de l'Intérieur, à l'époque il s'appelait M. Sarkozy, qui au moment des banlieues en 2005, fait intervenir une association nationale, l'association l'Union des organisations islamiques de France, et qui fait dire aux jeunes qui sont en train de mettre le feu dans les banlieues,
il leur demande d'émettre une fatwa parce que mettre le feu aux voitures, c'est pas islamique. Mais quel est le rapport? Comment se fait-il qu'un ministre de l'Intérieur se transforme en moufti des musulmans? Elle dit, mais faites votre travail. Les banlieues, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le banlieue, c'est la question socio-économique de ce pays. Mais vous imaginez bien que ce discours-là que vous recevez, parce qu'il a une certaine logique, eh bien, il est gênant par rapport au pouvoir. Parce que je mets le doigt là où ça fait mal. Je mets le doigt en leur disant, vous êtes en train d'islamiser la question sociale dans ce pays. Les banlieues, c'est pas l'islam. Les banlieues, c'est pas d'habitat. C'est pas de travail. C'est la marginalisation sociale. Il se trouve que la majorité des gens sont d'origine d'Afrique du Nord et qui sont dans la paupérisation sociale. Eh bien, c'est ça qu'il faut régler. Il ne faut pas leur parler de religion, il faut leur donner du travail. Il ne faut pas leur parler de vous êtes un peu arabe, il faut avoir... Mais vous voyez, ce discours-là, il est tellement clair que le seul moyen pour le rendre inaudible, c'est se dire attention, l'homme est intelligent, il vous dit ça, mais derrière la tête, il a autre chose. Donc moi, je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire je ne veux pas en France d'un islam sous contrôle, de n'importe quelle république. Je veux que l'islam soit traité en France comme tous les autres cultes, à égalité de droits. Que sûrement vous avez évoqué tout à l'heure, beaucoup de hauts représentants religieux, je pense notamment à Monseigneur 23, archevêque de Paris, ou Tariq Oubrou, imam de Bordeaux, ont refusé de faire partie de ce débat. Doit-on voir là-dedans une preuve de la séparation stricte des églises et de l'État, ou au contraire un manque de dialogue dangereux, dans le sens où toutes les parties prenantes n'interviennent pas pour ce débat? Non, je pense que ce n'est pas une question de dialogue. C'est-à-dire que toutes les religions se sont réunies, vous le savez, 4 jours avant, pour émettre ensemble une déclaration en disant « Nous refusons ce dialogue-là, qui est un dialogue de la stigmatisation ». Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est la même chose que moi. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut refuser qu'un dialogue soit lancé, non pas avec l'idée constructive de résoudre un problème, mais de marcher sur les plates-bandes. En fait, c'est un débat qui a pour fin, la finalité du débat, c'est pas comme vous pourriez le penser, vous et moi, on va travailler sur la laïcité et se poser des problèmes, essayer de résoudre les problèmes, c'est en fait de marcher sur les plates-bandes d'un parti qui est en train de devenir un parti très dangereux pour tous les partis français. Mais je vous dirais une chose, ils ont pris cette position, même le grand rabbin Bernheim, il est allé et il a répété, après sa participation, c'était le seul représentant qui y était allé, en disant « Nous sommes contre un débat dont l'objectif va être finalement de parler de l'islam sans le dire et qui va aboutir à la stigmatisation. » C'est tout. À partir de là, c'est ça qu'il faut critiquer. Et quand j'ai signé la pétition, moi j'ai signé une pétition, j'ai toujours dit, moi je signe une pétition en fonction du texte. Je ne demande pas qui a signé d'autres ce texte pour savoir si je vais le signer. Je ne suis pas être d'accord avec tous ceux qui ont signé. Que Martine Aubry ou que M. Fabius ait retiré leur nom parce que le diable avait signé le texte, pour moi, dire mais si le diable, sur un texte, a raison parce que la substance du texte est bonne, ben signez. Vous signez un texte, vous ne signez pas la personne. Et donc, en l'occurrence, ils sont tombés dans un piège. Pourquoi? Parce qu'on est dans un débat politique. C'est ça mon problème aujourd'hui. En France, aujourd'hui, j'écris un texte sur mon site qui est de mettre en évidence l'indigence des débats politiques français aujourd'hui, où on est en train de se battre sur des formes, où on est en train de rentrer en compétition avec une femme extrêmement habile, Marine Le Pen, et qui est en train de mener la danse du débat politique. C'est elle qui donne le là. Et je viens de Suisse. Et j'ai juste exprimé une expérience. C'est qu'en Suisse, le premier parti de Suisse, il s'appelle l'UDC, l'Union démocratique du centre. Si vous vous souvenez, c'est le parti qui a fait une affiche avec 2 moutons blancs frappant de derrière un mouton noir et le mettant derrière. Ensuite, ils ont fait une deuxième affiche, ils ont fait le drapeau de la Suisse, ils ont transformé les minarets en missiles et au premier plan, une femme en burqa. Plus clair, tu peux pas. Ça veut dire, ils nous colonisent. Ce parti-là est devenu le premier parti de Suisse. Et il tient les propos. Et quand vous entendez Marine Le Pen s'est rapprochée de Freisinger, le porte-parole de ce parti-là, et ils gagnent du terrain. C'est-à-dire qu'ils sont en train de gagner du terrain. Je dis aujourd'hui en France, faites attention. Mais pourquoi ils sont en train de gagner du terrain, justement? Peut-être parce que la question se pose réellement. Non. Non, attendez, c'est pas parce que... Non.
savoir utiliser les questions qui font peur ne veut pas dire que la question que l'on pose est légitime. Aujourd'hui, il y a une chose que nous partageons tous, il faut la regarder en face. On est en train de parler de l'islam et on est en train de parler de